Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Et bonne année, tiens. Voilà, on est encore... oui, c'est vrai, ça tient. Oui. Bonne année à tout le monde. Voilà. Bonne année, meilleurs vœux. L'année commence bien, je crois, donc ça va aller. Oui, mais oui, ça va aller. Alors, une dame tout à l'heure m'a demandé, mais est-ce qu'on va rire? J'y compte bien, vu l'invité que nous avons. Parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas mieux débuter cette année, pas franchement drôle, que par des éclats de rire. Hein. Ceux qui le provoquent en jonglant avec les mots, en les malaxant, en les triturant, en les faisant rebondir comme des bulles, des ballons. Non, je ne parle pas d'une otarie, je ne parle pas d'un phoque, d'un animal de cirque. Il les fait rebondir de façon absurde et poétique, tout comme l'humoriste dont il se réclame. Raymond DeVos. Il lui a même rendu hommage dans un livre illustré par Pierre Kroll, qui était avec nous en novembre et qui nous avait fait bien rigoler. Là aussi, pas de pression, hein, pas de problème. Voilà, ce livre donc aux éditions Frédéric Deville. Raymond de Rond en large, raconté par Bruno de Long en fin. Je crois que l'image et le parallèle ne lui avaient pas échappé. Voilà. Et il nous fait la plus belle déclaration qui soit, vraiment. La Belgique est une déclaration d'humour au monde. Merci Bruno Coppens. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, en pleine semaine. Alors, je sais, il y avait aussi l'apéritif. Ça fait beaucoup. Oui, non, mais c'est bien. Ça fait beaucoup. Oui, hein. C'est une bonne raison, mais pas que. C'est quand même vraiment pour vous que les personnes sont là ce soir. Il faut vraiment le dire, Bruno. Écoutez, alors je suis content d'être là. En même temps, c'est pas un spectacle non plus. Hein, voilà. C'est une rencontre. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous en faites. C'est ça, oui. Autour de l'humour, l'humour et la Belgique, etc. Enfin bref, des tas de questions comme ça autour de ça. Alors d'abord, la question, est-ce que je suis légitime pour parler de ça ? Parce qu'on peut très bien pratiquer l'humour, mais même pas avoir de point de vue sur l'humour ou sur pourquoi la Belgique, pourquoi l'humour en Belgique, etc. Mais il se fait que j'ai pas mal voyagé avec mes mots. Donc j'étais en Suisse, en France, au Québec, en Afrique francophone. Et du coup, c'est souvent à l'étranger qu'on comprend mieux qui on est, nous, ici en Belgique. Parce que quand on reste entre nous, on ne se rend pas trop compte des pratiques que l'on a, culturels ou autres, ou les mots qu'on utilise. Mais dès qu'on va à l'étranger, là, on voit tout à coup que, les Français ne sont pas comme nous. Vous parlez à une Française, donc effectivement, mais oui, voilà. Je vous confirme. Voilà. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle, outre... il y a plusieurs... Ok, parfait. Mais on a Francité, hein. Voilà, c'est pour ça. Oui. Mais voilà, et donc, je crois que mes voyages ont permis de découvrir des choses sur notre petit pays. Et quand je dis petit pays, c'est parce que le premier point que j'aimerais aborder, c'est justement ça. C'est un petit pays, la Belgique. Et vous savez, la chance qu'on a d'être petit, c'est formidable. Parce que, prenez la France. Quand Macron pète, le monde entier le sait. À l'instant même, à Nouméa, au Texas, Indonésie, tout le monde est au courant, Macron a pété. Quand je vais jouer en France... et que dans mon spectacle, je parle de la Belgique, etc., je dis au fond aux Français, je demande aux Français, vous savez comment s'appelle le roi des Belges? Vous savez ce qu'ils me répondent? Baudouin. La moitié, ils ne savent pas, et ceux qui me répondent, c'est Baudouin. Donc, ils ne savent même pas qui est Albert II, ni qui est Philippe. Alors, je sais que Philippe n'est pas charismatique. C'est moins qu'on puisse dire, mais il s'améliore avec Mathilde, mais quand même. Mais malgré tout, voilà, et donc on est invisibles, nous les Belges, par rapport aux Français. Ils ne savent pas grand-chose de nous. Qu'est-ce qu'ils savent de nous? Ils savent qu'il y a des Wallons et des Flamands, qu'il y a des frites et des moules et du chocolat, qu'il y a un petit peu la mer, mais ils ne savent rien. Demande-leur qui est le Premier ministre, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas la Belgique. Déjà, nous non plus, ça c'est vrai. Déjà, ils disent « Ah mais oui, mais vous, la Belgique, vous n'avez pas de gouvernement. » Oui, ça c'est vrai. On m'a redit ça, j'ai cru que c'était une blague. Et en fait, ils rigolaient pas. Si, on en a un quand même de gouvernement depuis quelque temps, vraiment. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'ils ont retenu l'idée que pendant un bout de temps, il n'y a pas de gouvernement parce qu'eux aimeraient ne pas en avoir de gouvernement. C'est vrai. Voilà. Et donc, quand on voit ça, on se dit que la chance qu'on a par rapport à la culture et l'artistique, d'être un petit pays, c'est magnifique, parce que tu as une liberté totale. Puisque en Belgique, on peut essayer tout ce qu'on veut, de toute façon, qui va le savoir? Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais Bruno, quand même en France, il y a plein d'artistes belges connus, c'est vrai.
Alors, nous avons en cinéma Virginie Efira, Cécile de France, il y a plein d'artistes dans plein de domaines, de Poulvord à François Damiens et d'autres. Donc ça, c'est important, mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, parce que pour moi, ça veut dire que l'image du Belge en France a bien changé entre l'époque de Coluche et l'époque d'aujourd'hui. Mais j'aimerais revenir au fait que, justement, on a une très grande liberté ici en Belgique, c'est que, de toute façon, on peut faire quelque chose, on verra bien. Moi, je pense toujours à Peyo qui a créé les Schtroumpfs. Mais franchement, les Schtroumpfs, tu donnes ça à un éditeur, le type il dit mais qu'est-ce que tu me fous avec les Schtroumpfs, ça veut rien dire. Les gens, donc on doit parier sur l'intelligence du lecteur qui va transformer le mot Schtroumpf en verbe ou en mot à remplacer. Enfin, t'imagines un peu le jeu. Et en fait, je crois que Peyo s'est dit mais pourquoi pas, on verra bien. Bah oui. Tu vois, il n'y avait pas d'enjeu en fait, tu vois. Alors on va bien faire avancer le schmilblick. Le schmilblick aussi, voilà. Ça c'est vrai. Effectivement, je ne sais pas d'où vient le mot d'ailleurs, mais je ne sais pas qui l'a inventé. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Le surréalisme, pour moi, c'est aussi une forme... En Belgique, il n'y a pas qu'en Belgique qu'il y a le surréalisme, mais le surréalisme belge, c'est aussi ce côté... Bah oui, on va faire quelque chose, de toute façon, ça restera entre nous, donc pourquoi pas l'essayer, pourquoi pas le tester? Je veux dire, en France, c'est plus compliqué. En France, quand tu veux tester quelque chose, tu sais que très vite, ça va se savoir, parce qu'il y a des moyens derrière, parce qu'il y a... une médiatisation très forte parce que c'est un grand pays, etc. Et donc, du coup, les enjeux, tout de suite, sont énormes. Chez nous, on est 4 millions en Wallonie, Bruxelles, c'est 1 million, etc. Enfin bon, un peu plus, mais je veux dire, les enjeux ne sont pas énormes. Donc, il y a un côté, laissons-nous aller. Allons-y, essayons. Et donc, je trouve que c'est une force géniale d'être un petit pays comme celui-là. Bon, je trouve ça génial. Et alors, le Belge aussi ne craint pas de montrer les coulisses des choses. Alors c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais comment vous dire, l'américain, ça va être des blockbusters, des trucs tape à l'œil, des gros bazars qui vont être plein la vue. Waouh, 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 c'est dingue, comment il a fait ça. En Belgique, pour ceux qui l'ont vu, il y a Kiss and Cry de Jaco van der Maal. Qui l'a vu dans la salle, Jaco van der Maal? Voilà. Donc c'est un spectacle où en fait il y a un écran où on voit que des doigts et des mains qui bougent, qui se rencontrent, avec des petits décors miniatures. Ce spectacle-là, déjà, il est génial. C'est de l'animation comme on n'en voit jamais, puisque c'est une histoire d'amour entre deux doigts qui rencontrent. Mets un peu tes deux doigts près des miens, comme ça. Voilà, comme ça, on se rencontre, etc. Des petites histoires comme ça. Et ça, les Français, les Américains, ne montreraient que ça. Le Belge, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un écran et en dessous, on voit toute l'équipe du tournage qui décrit comment ça se passe derrière. Donc on voit les caméras, on voit la dame avec ses deux petits doigts qui ramène, l'autre qui crie pendant que je dis des choses. Voilà. Et donc ce côté, on vous montre les coulisses, ça c'est quelque chose qui est très belge aussi. C'est-à-dire que, bah oui, pourquoi frimer, pourquoi montrer des choses sans dire ce qu'il y a derrière? Nous on est comme ça, on est d'une simplicité, pas monastique, mais d'une simplicité incroyable. Et du coup, on ose montrer le derrière des choses. Et Magritte, son tableau « Ceci n'est pas une pipe », c'est la preuve que ce monsieur a osé faire un tableau qui n'est pas très joli. On ne peut pas dire qu'esthétiquement soit génial. Mais par contre, l'idée derrière, elle est géniale. C'est-à-dire que plutôt que de dire « je suis peintre, je vais faire les plus beaux tableaux du monde », il interroge le spectateur sur « c'est quoi la peinture ?» Donc, et ça, je me dis, pour moi, ça c'est belge. C'est-à-dire qu'il y a une créativité chez nous qui est incroyable et qui est surtout faite aussi par manque de moyens. Je m'explique. Quand je vais jouer au Québec, les Québécois sont un peu comme... Il y a des Québécois dans la salle ou pas? Non. Des Français, il y en a, mais les Québécois, c'est un peu plus compliqué pour eux de venir. C'est un peu plus loin, mais il y en a quand même en Belgique. Les Québécois nous adorent parce qu'on est d'une simplicité incroyable et que quand on vient, une équipe artistique en Belge, c'est 2-3 personnes, hein, maximum. Quand les Français débarquent, c'est l'armada, c'est la folie. Et en plus, en France, il y a une hiérarchie tellement dingue que quand tu veux appeler du Québec l'équipe technique, tu dois passer par le régisseur principal, le chef. Parce que si tu passes par le sous-régisseur, le sous-chef, tu te fais engueuler parce qu'il faut passer par les échelons de la 1. C'est terrible. Et donc, si tu veux, nous, on n'a pas les moyens d'avoir des grandes équipes artistiques. Oui. Donc, en fait, plus c'est cheap, plus t'as la frite.
Oh, plus c'est chips. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, bien, oui, c'est ça, ok, bravo, c'est joli quand même, très joli. Donc il y a un côté débrouille, en fait, ça veut dire, le Belge, il doit se débrouiller de toute façon, toujours se débrouiller. Et même ceux qui ont fait Kiss and Cry, justement, maintenant, enfin, je parle à vous parce que vous l'avez vu, si vous allez le voir, mais le problème, c'est que maintenant, c'est terminé, eh ben, ils n'ont plus de subsides, ils doivent de nouveau se débrouiller comme ils peuvent, alors que cette troupe-là a conquis le monde avec un spectacle incroyable. Donc voilà, j'avais envie de dire que l'une des choses qui caractérise l'humour belge, ou l'artistique en général, l'humour fait partie de ça, c'est justement cette façon d'aborder les choses de façon tellement simple, tellement proche du peuple, tellement proche des gens, tellement... Parfois, on pourrait même croire que c'est un peu trop cru, très proche, tu vois, trop la terre les pieds dans la terre. Et en même temps, c'est ça qui fait notre force, en fait. Parce qu'on est ancré dans le sol, on n'est pas à vouloir frimer, à vouloir montrer des choses incroyables. D'abord, on n'a pas les moyens, et en plus, c'est pas notre truc. Voilà. Moi, des fois, quand on me demande, mais alors c'est quoi de vivre en Belgique, j'ai dit, bon, en même temps, tu sais, je suis française, donc je viens d'un pays qui a un complexe de supériorité et je vis dans un pays qui a peut-être un complexe d'infériorité. Donc, oui, voilà, il faut équilibrer. Alors, vrai. sur l'infériorité, j'aimerais revenir en arrière avec ça. Complexe, oui. Parce qu'il y a bien sûr un autre point qui nous sépare des Français, c'est sur la dérision et l'autodérision. Donc là, c'est l'autre point par rapport à l'humour, c'est que le Français aime la dérision, c'est-à-dire se moquer des autres, ou en tout cas tourner les choses de telle manière que c'est pas pris au sérieux. Mais nous, on aime bien d'abord se moquer de nous-mêmes. Voilà. Alors, je me suis interrogé, pourquoi on aime tant ça? Ben, d'abord parce que on a quand même un recul sur notre histoire du pays. Et quand un pays a été labouré par les Autrichiens, les Espagnols, les Français, les Anglais, les socialistes et les Hollandais, les socialistes et les libéraux, et qu'on risque bientôt de se retrouver labouré par, au nord, l'extrême droite, je me dis, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas une conscience de notre pays qui est très forte. On est quelque part de nulle part. On est dans un truc qui a été bidonné. Voilà, on nous a mis là, on a mis des petits bouts au fur et à mesure des siècles. La France est là, intangible, elle ne bouge pas, etc. Bon. Non, mais c'est vrai, il y a ce côté-là. Et donc, on a ce recul sur notre pays en disant, bah oui, on n'est que ça, en fait. Et en même temps, je me dis que franchement, l'autodérision, c'est une forme de confiance en soi qui est énorme. Ouais. Ah ben oui, parce que si t'es malingre, tu as tous les handicaps de la terre, est-ce que tu vas en plus te moquer de toi-même? C'est compliqué. Tandis que si tu as une estime de toi quand même, tu te dis, ben, je peux rire de moi et j'avance. Et donc je me dis que l'autodérision est peut-être une force, c'est pas l'arme du faible, c'est plutôt une force. Et que le Français, par contre, s'il aime se moquer des autres, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il a l'air d'avoir rire d'eux et rire avec. Voilà. Et ça, c'est très oui, différent. C'est vrai. Le Français a l'air d'être sûr de lui et en fait, pas du tout. Donc, au fond, au niveau estime de soi et psychologie, le Belge a une longueur d'avance. Mais il ne va pas le dire aux Français. Il ne va pas en rajouter. Parce que le Belge ne veut pas humilier le Français. Il a déjà trop de problèmes, le Français. C'est vrai, hein? Donc voilà, je me suis dit que ce billet de l'autodérision, la dérision est un moyen aussi de déterminer pourquoi. Et c'est en allant en France, en voyant l'humour français pratiqué là-bas, que je me suis rendu compte que notre autodérision à nous était en fait une force et pas du tout une façon de s'humilier encore plus, de s'abaisser, ce qu'on pourrait croire de prime abord. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors, par rapport à l'humour belge, il y a bien sûr un troisième point, c'est l'humour sur les mots. Parce qu'évidemment, comme le pays a plusieurs langues et qu'il y a, je ne sais pas si c'est le mot conflit, mais ces soucis vraiment entre les deux zones, le nord et le sud, même si c'est pas... Parce que quand je dis c'est un souci, je ne dis pas conflit, parce qu'en fait, c'est plutôt au niveau des politiciens que ça se passe. Parce que moi, sincèrement, les habitants de Flandre et de Wallonie, généralement, s'entendent plutôt bien à la base. Je veux dire, ceux qui nous ont radicalisés, ce sont surtout les hommes politiques. Je veux dire, Bart de Wever, son fonds de commerce, c'est de cliver d'office.
C'est de dire qu'on est des socialistes, malades et handicapés, ce qui pour lui est un pléonasme. Et voilà, donc c'est ça son problème. Parce que s'il dit non, on arrête tout, c'est bien, je vais être conciliant avec les Wallons, il perd son job, il perd tout, quoi. Il perd toute crédibilité. Voilà. Lui, c'est Machiavel, c'est diviser pour mieux régner. Voilà. Mais sinon, moi, les gens, les Bruxellois, les Flamands, les Wallons, à la base, la plupart des gens s'entendent très très bien entre eux. Il n'y a pas trop de soucis. Oui, mais justement, comment on joue sur les mots quand on ne parle pas les mêmes langues, hein, parce qu'il ne va pas y avoir les mêmes ressorts. Non, ça c'est vrai. Alors, mais en tout cas, dans chaque... Alors, là, je ne connais pas l'humour flamand. Je ne sais pas s'il joue beaucoup avec les mots au niveau de en Flandre. Je crois que c'est plutôt un humour de situation et sur la politique en général. Mais le francophone, lui, aime beaucoup défendre sa langue. Et je m'en suis rendu compte de nouveau en allant à l'étranger, en allant au Québec. Parce qu'au Québec, là, c'est une question de survie totalement. Les Québécois, c'est vraiment le village gaulois entouré de tous les anglophones. Et donc, s'ils ne créent pas des mots tous les jours, s'ils n'inventent pas de nouveaux mots, le terrain est miné. Ils vont perdre, d'autant plus que les jeunes générations, elles, plus branchées vers tout ce qui est anglophone, risquent évidemment de faire échouer le projet de garder cette langue française vivante. Ouais. Donc en fait, finalement, le français est plus défendu par des gens qui ne sont pas français. Les Belges. Par exemple, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On est très, on aime beaucoup ça parce que c'est une façon. La langue, c'est l'identité. C'est une façon de montrer qui l'on est. Voilà. Au Québec, il y a un métier qui a été créé qui s'appelle terminologue. C'est pas très agréable comme mot, mais c'est un métier qui existe là-bas parce que au Québec, toute revue qui rentre dans le pays ou tout produit qui rentre dans le pays, le mode d'emploi doit être traduit en français. Français du Québec dans ce cas-là. Voilà. Et donc il y a une sorte de open space, un grand bureau où il y a une vingtaine de personnes qui ont chacun un secteur, le secteur jardinage, le secteur informatique, le secteur divertissement, etc. Et donc dès qu'il y a des produits qui rentrent, les terminologues sont là à essayer de trouver le terme français pour traduire un mot anglais ou asiatique par exemple, de telle manière qu'il faut que le mot français soit d'abord dans le pays avant que le terme anglais arrive, parce que sinon c'est foutu. Dès que le terme anglais arrive avec les pubs et tout ça, c'est foutu. Tandis que si le mot français existe d'abord, voilà. Donc il y a vraiment un métier là-bas. Et je trouve que chez nous, on devrait créer des terminologues. Ça créerait de l'emploi déjà, ce qui est une bonne nouvelle pour la Wallonie, hein, et Bruxelles. Mais voilà, donc ils sont vraiment très à la pointe de ça, parfois même un peu extrémistes, mais quand même ils essaient de trouver des choses. Et nous avec les mots, alors il y a bien sûr, j'ai envie de parler de Raymond DeVos évidemment, parce qu'au Québec, il y a un monsieur qui est mort 6 mois après Raymond DeVos, qui s'appelait Sol, Marc Favreau. C'est un... Vous vous souvenez? C'est parfait. Alors, ceux qui ne connaissent pas Sol, S-O-L, il faut absolument aller voir sur Internet, parce qu'il y a quand même encore des vidéos. Ce monsieur est mort en 2006, donc quand même, il y avait des choses qui étaient enregistrées de ces spectacles avant. Ce monsieur Sol, en fait, était une sorte de cousin germain de Raymond DeVos, puisqu'il jouait beaucoup avec les mots. Il jonglait avec les mots. Il était déguisé en clown clochard. Et Raymond DeVos et Sol s'appréciaient beaucoup, se sont rencontrés plusieurs fois. Ils avaient plus ou moins le même âge et se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient le même combat des deux côtés, c'est-à-dire donner aux gens, à travers les mots, un sentiment de liberté totale. Parce que ce qu'on oublie, en fait, c'est que ce n'est pas Robert et Larousse et Littré qui ont inventé les mots, quand même. Hein. C'est nous tous ici. Hein. C'est nous qui les avons inventés. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quels sont les premiers chasseurs-cueilleurs et hommes préhystériques qui ont commencé. Sinon, c'est le petit Gibus dans la guerre des boutons. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ah, mais j'aime bien cette formule. Ou Raymond Queneau, là, Zazie dans le métro. Voilà, oui. Donc, il y a comment je dirais ça? Donc, il y a une envie de la part de Sol et de Raymond DeVos de montrer qu'en fait, les mots appartiennent aux gens. Et donc, en jouant avec les mots, en métamorphosant, en chambouleversant tous les mots, les sonorités, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on se comprend quand même, alors que le mot n'est pas dans le dictionnaire, que c'est un nouveau mot ou une nouvelle acception. Et en fait, ça nous rend une liberté, parce que comme on va à l'école tous, dès l'âge de 3-4 ans jusqu'à 18 ans ou 20 ans, qu'on nous apprend les règles d'orthographe, de grammaire et de syntaxe, à un moment donné, on a l'impression que les mots, on peut aller les chercher dans le dictionnaire, mais qu'ils ne nous appartiennent pas, qu'on doit les rendre après. Tu vois, comme un prêt à la bibliothèque. C'est horrible.
C'est horrible. C'est à nous les mots. Les mots, c'est à nous qui les faisons. Et donc, il y a Robert et Larousse qui ont fait du business sur notre langue, hein, qui tous les ans se remplissent les poches avec tout leur dictionnaire. Alors, je sais bien qu'il faut à un moment donné cadrer les choses, mais le problème, c'est que du coup, les gens, ils ont même parfois du mal à parler parce qu'ils ont peur de mal parler. Et ça, c'est la pire des choses. Ah oui. Moi, par exemple, j'ai eu des gens qui m'écrivaient en disant « J'ai peur de vous écrire parce que comme vous parlez la langue française, j'ai l'impression que si je fais des fautes, ça va être mal pris. » Mais je dis « Madame, mais vous parlez comme vous pouvez et c'est pas un problème, je vous comprends. » Dites-lui, je vous analyserai, ça ira, voilà, je ferai une thérapie. On ferait une thérapie après. Donc voilà, l'idée de ressortir les mots du dictionnaire, c'est un peu l'aventure de notre ami Raymond DeVos, celle de Sol, et moi, une autre manière. Mais moi, j'avoue que mon parcours est un peu différent parce que moi, en fait, je devais exister dans ma famille. On était 8, mais on était 8 à la maison. Ah oui. Une fille, 7 garçons. Oh, la pauvre. Blanche-Neige et les 7 nains. On est d'accord, là. Oui. Oui, parce qu'il faut quand même savoir que mes parents s'aimaient beaucoup. Et souvent. Souvent. Alors, la rumeur raconte... Enfin, il était vraiment pharmacien, mon père, mais la rumeur raconte qu'il testait les préservatifs. Et que, bon, ben voilà. Bref. Il n'a pas testé les bons, effectivement. Alors, comme mon père était catholique pratiquant, et ma mère pratiquement, quand ils faisaient l'amour hors période de fécondité, mon père cachait le crucifix dans un tiroir de la commode. Comme ça, il ne savait plus du tout où son gun nichait. Et voilà. Et donc, on était 8, et j'étais le 7e. Et ce qui est terrible, c'est que moi, ma sœur, elle a 14 ans de plus que moi. Et quand je suis arrivé tout petit, j'étais le dernier de la famille pendant un bout de temps. Après, j'ai eu un petit frère après moi. Mais quand je grandissais, en fait, j'avais des frères notamment un qui était dans les guerres à Leuven entre les Wallons et les Flamands, qui racontait des trucs de dingue. Il rentrait le week-end. Et ma sœur qui étudie pour infirmière, en fait, moi, j'existais pas à la maison. Tu vois, il fallait que je trouve ma place, quoi. Tu vois. Et je me suis rendu compte que parce que j'ai plusieurs frères qui jouent avec les mots à table, comme des jeux de mots comme ça, enfin bref. J'ai commencé absolument à me dire, il faut que j'existe en faisant rire les autres. Et donc, mon problème, c'était d'avoir ma place dans la famille, avant de trouver ma place dans la société, qui est celle de faire des spectacles depuis pas mal d'années, hein, et de continuer à raconter des choses. Et donc, c'est vraiment... Donc moi, ma démarche a été vraiment d'abord trouver ma place, et puis l'autre chose, c'est que ma mère, elle est flamande. Elle s'appelle Skelstraat. Rue de l'Escaut. Plus flamand, il n'y a pas, je crois. Hein. Skelstraat, voilà. Mon père, Coppens, pourtant, ça sonne flamand, mais il est d'Anguien, francophone à 100%. Et donc, j'avais aussi à la maison ce problème linguistique de me dire que ma langue maternelle, c'était le flamand, en fait, ma langue maternelle. Puisque ma mère est flamande, tu vois. Donc déjà, tu vois, je commençais mal. Et alors, le plus fou pour moi, ce qui m'a détruit, c'est que comme elle parlait en néerlandais à la maison, moi, en arrivant à l'école, à l'âge de 9-10 ans, quand tu apprends le néerlandais à l'école primaire, j'étais persuadé que le néerlandais, j'allais gagner, j'aurais 10 sur 10. Et en fait, non. Ben non, elle parlait un patois flamand. Elle disait « ya moya » plutôt que « ya maria ». Ou alors des expressions, enfin voilà. Et donc, moi, je suis arrivé là, et je dis, mais le néerlandais, je le connais quand même. Ma langue maternelle, c'est le néerlandais. Et en fait, moi, ça m'a dégoûté. Du coup, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec le néerlandais après. J'ai même pas insisté du tout. Mais donc voilà, donc mon combat était quand même par rapport au problème linguistique belge, et en même temps, c'était d'abord trouver ma place. Voilà. Alors, pour ce qui est de Sol au Québec, là, je crois vraiment que c'est un problème politique majeur là-bas, la survie de la langue française au Québec par rapport à la langue anglaise qui envahissait tout. Par rapport à Raymond DeVos, là, je vais raconter un petit peu des choses sur lui. Je raconte mieux dans le bouquin et de façon plus longue et détaillée. Mais lui, en fait, je crois, mon hypothèse, c'est qu'il a joué avec les mots. Il a été dans l'absurdité totale, dans des sketchs un peu absurdes, parce qu'il avait vraiment vécu une enfance, adolescence, jusqu'après la guerre 40-45, de façon tellement compliquée, qu'il a voulu, je crois, se détacher complètement de ça et partir ailleurs. Voilà. Pour moi, c'est le but. Après, le déclic, pourquoi les mots et pas autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que ce monsieur, donc, il est né en novembre 1922.
Au départ, tout va bien. C'est un petit château, le château des Tourelles à Moucron. Donc là, il est né en Belgique. Mais ses parents sont français de souche, de Tourcoing. Et 2 ans après, le père fait faillite dans l'industrie textile et ils doivent retourner à Tourcoing. Et après, c'était la cata. Après, ils ont dû déménager de nouveau au Bourget, près de Paris. Ils ont encore dû changer plusieurs fois. Et son père, à mon avis, a des gros soucis d'alcool. Et ils étaient 7 dans la famille. Donc déjà, c'est pour nourrir une famille, quand il n'y a pas beaucoup de sous qui rentrent, c'est compliqué. Et à 13 ans, il a dû arrêter l'école, alors qu'il adorait apprendre. Il a continué à apprendre toute sa vie. Et puis, donc, il a dû travailler au Hall de Paris. Et au Hall de Paris, c'est assez marrant parce qu'il a fait des boulots de le livreur, quoi, un vendeur, porter des paquets d'une boutique à l'autre. Et il a fait un travail que personne ne connaît aujourd'hui, qui s'appelle mireur d'œufs. Il devait mirer les œufs. Oui. Mirer les œufs, c'est incroyable. On dirait un sketch de Vos, hein, en fait, mirer les œufs. Mais en fait, dans une chambre noire, il devait, avec une petite torche, une lumière, essayer de voir à travers la coquille de l'œuf. Voir si c'est un poussin ou pas. Oui, si ce serait fécondé ou pas. T'imagines? Voilà. Alors, il regardait à travers ça, et plus il le mirait, plus il admirait. Quand il regardait à travers la coquille. Et quand il voyait un petit point noir, il se dit, ça y est, ça c'est le signe qui fait qu'on disait que l'œuf serait fécondé. Voilà. Alors évidemment, dès qu'il est fécondé, lui, il est tellement heureux de Vos, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse un cri, il en pousse un, et il en repousse un. Voilà. Et donc, ce métier de mireur d'œufs, c'est un exemple que je prends parce que quand, 20 ans plus tard, quand il sera en pleine gloire et qu'il écrira le sketch où il est dans un grand restaurant, où il mange un poussin, tu vois, si, il y a un sketch où il raconte ça, et un poussin rôti, enfin bref, et là il se rend compte qu'il ne peut pas manger un poussin. Une vieille poule, oui, mais un poussin, non, tu vois, voilà. Et je me dis qu'il devait sûrement se souvenir de l'époque où il a vraiment eu du mal à vivre, il a crevé la dalle, voilà. Et donc, il y a ça, puis après, on arrive à la guerre 40-45. Juste avant, il veut commencer au théâtre, à apprendre des cours de mime, de théâtre classique. Il ne voulait pas être seul en scène, mais d'abord comédien. La guerre commence, il est envoyé à Berlin au travail obligatoire, puis après, il va revenir et il va commencer à... Mais ça va être la galère pendant des années encore. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il commence à écrire des histoires d'abord pour 3, puis 2, puis seul, en solo. Et dans ces histoires, quand on les relit, et vous les relirez dans le bouquin, je raconte plein d'anecdotes de sa vie, et quand on lit les sketchs après, on se rend compte qu'en fait, il a injecté dans ses sketchs plein de choses de son passé. Il a transformé en positif ce qu'il a vécu de façon négative, parce que, comme il ne voulait plus en parler de sa famille, de son passé, parce que vraiment, pour trouver les indices de sa vie, il faut un peu chercher. Dans les interviews, il ne voulait pas parler de ses parents, ni de ses frères et sœurs, ils étaient quand même 7. Ils étaient 7, il est le 3e, il y avait quand même moyen de raconter des choses. Rien. Et je crois qu'il voulait vraiment tourner la page. Et donc, il a quand même injecté des choses de sa vie passée, parce que c'est impossible d'échapper à son passé, à ce qu'on a vécu. Mais il a métamorphosé. Et je crois que le fait de jouer avec les mots, d'aller dans l'absurde, comme il le fait dans ses sketchs, je crois que pour lui, c'est une manière de dire « je suis ailleurs, j'ai une autre vie ». Ouais, c'est pas pour rien aussi qu'il était ami avec Brassens, qui... Oui. S'il y a bien un oui. poète, oui. Un adorateur des mots, c'était vrai. La pudeur aussi, finalement, c'est quelque chose qui partageait. Oui, très pudique, tout à fait. Oui, effectivement. Et alors, voilà, donc on a, par rapport à l'humour belge, puisqu'on parle de ça quand même, c'est ce lien avec les mots qui est très important, parce que le mot, c'est l'identité, le mot, c'est un moyen d'exprimer des choses, c'est de donner une liberté au langage, et c'est aussi dans le cas de Raymond DeVos de métamorphoser des choses négatives en choses positives. Voilà. Et alors, forcément, ça appelle la question. Et vous, alors? Et toi, Bruno, qu'est-ce que tu as transformé de négatif en positif? C'est-à-dire que moi, en fait, là, en ce moment, par contre, depuis 1 an ou 2, je suis un peu emmerdé par rapport aux mots, parce que je trouve que autant les mots, moi, m'ont tellement donné de bonheur, autant là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué maintenant de parler, en fait. Alors là, que les mots ont un sens et qu'on leur en attribue un autre parfois, ou qu'on les comprend moins? Ça a toujours été.
Ça a toujours été. Les mots ont toujours eu plusieurs sens, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les mots sont plus agressifs qu'avant. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, X, donc ex-Twitter, c'est devenu une décharge de haine, c'est incroyable, c'est compliqué, tu vois, voilà. Et le vocabulaire politiquement correct, où on ne dit plus les mots, mais on dit d'autres très doux, à un moment donné, c'est bien de vouloir valoriser tout le monde. Par exemple, c'est vrai que plutôt que de dire femme de ménage, de dire technicien de surface, par exemple, voilà, dans les pays en Asie, on ne dit plus les bonnes pour garder les enfants, on dit les aides, les helpers, celles qui aident. Et comme j'ai appris qu'on ne dit plus bénévole, on dit volontaire. Ah oui ? Vous avez entendu ça ? Ouais. On ne dit plus bénévole, on dit volontaire. Pourquoi ? Parce qu'on veut supprimer le côté argent de bénévole. Bénévole, c'est celui qui n'a pas d'argent, enfin qui ne prend pas d'argent pour faire un travail. Et on s'est dit, ah non, mais le lien entre une action et l'argent, on va enlever ça. Volontaire. Bon. Voilà, mais volontaire, un côté plus investi, mais bénévole aussi. Oui, mais volontaire, ça renvoie aussi à la guerre, aux armées. Enfin, en fait, on essaie de trouver d'autres mots, et je trouve qu'à un moment donné, on ne sait même plus comment se parler, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'à un moment donné... Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suis réactionnaire dans le sens où je ne suis pas anti-wokisme, je ne suis pas anti tout ça, mais en même temps, je me dis la défense des minorités est importante, mais à un moment donné, on se trompe de combat, quoi. Il y a un moment donné, on se trompe de combat. Il y a des choses... par exemple, pour les femmes, le salaire des femmes, pour moi, c'est un combat majeur, d'abord, tu vois, et que... Après, de dire, est-ce qu'une femme qui n'est pas lesbienne peut écrire un livre sur les lesbiennes ? On lui dit non, tu peux pas, c'est appropriation culturelle ou... Je me dis là, attends, mais là, ça devient... c'est trop. Enfin, ça va plus parce que tu brimes la créativité et d'autant plus que tu crées une censure qu'en fait tu veux enlever à la base dans tes propos. Donc, pour moi, c'est compliqué. Donc, là, j'ai pas encore de réponse. Je suis en train d'étudier tout ça parce que je suis vraiment là-dedans et je me dis que les mots m'ont tellement donné quand j'avais 15-16 ans. Moi, j'écrivais des mots d'amour avec des jeux de mots parce que je me disais que pour séduire les filles, c'était peut-être plus facile avec des mots qu'avec mon physique. Je ne sais pas. Bon, et ça marchait, les mots d'amour rigolos ? Alors, écoutez, on dit souvent « fille qui rit est à moitié dans ton lit ». Le problème, c'est que l'autre moitié, c'est ça, voilà. Non, mais ça, c'est une vieille ritournelle qu'on donnait dans le temps. Non, mais c'est sûr que l'humour est un lubrifiant incroyable, au sens moral du terme. C'est-à-dire que quand on ne se connaît pas, raconter une blague ou trouver quelque chose de drôle à dire, ça permet de dégager une énergie de chaque côté et donc ça facilite le contact. Il faut juste que la blague tombe pas à l'eau. Ah, bien sûr, comme celle-ci, par exemple, femme qui rit est à moitié au lit. Si je dis ça à quelqu'un que je connais pas, je vais me faire emballer et c'est normal. C'est pas la bonne. Non, c'est vrai. C'est pas bon. Non, mais l'humour a vraiment cette force-là et donc voilà. Donc j'écrivais beaucoup de mots. Puis après, quand j'étais aux études de philologie romane à Louvain-la-Neuve. Là, il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait déjà l'extrême droite en Flandre. Il y a eu Tchernobyl en 86, etc. Et toutes ces choses-là me préoccupaient tellement que j'avais besoin d'écrire des tas de mots, de jeux de mots pour m'en sortir. Voilà. Et donc, les mots m'ont tellement donné, et j'ai l'impression qu'il y avait que tout était audible, etc. Puis maintenant, j'ai l'impression que on doit toujours réfléchir 3-4 fois avant de parler. Ce qui est pas plus mal. Oui, c'est vrai. Non, mais je dis pas. Oui. Mais le souci, c'est que on se demande à quel endroit on peut encore dire des choses. Alors, je suis pas le gars qui dit c'était mieux avant, parce que vraiment, les minorités ont besoin qu'on les soutienne pour lutter, pour gagner leur combat, etc. Et puis la parole des femmes aussi entendue, c'est bien. Mais voilà, oui, c'est ça. Vrai, d'ailleurs, en humour, la place des femmes est maintenant totale. Enfin, je veux dire, il y a même... je ne sais pas s'il y a plus de femmes drôles que d'hommes, mais en tout cas, que ce soit Florence Foresti, par exemple, ou Blanche Gardin, etc., elles sont à la pointe de l'humour. Si tu dis, waouh, elles ont gagné en 20 ans ce que personne n'osait faire avant, parce qu'il faut savoir qu'au XVIe, XVIIe siècle, les femmes, si on les peignait sur un tableau, elles ne pouvaient pas ouvrir la bouche, elles ne pouvaient pas sourire. Sourire, c'était déjà vulgaire, en fait. Il fallait que les femmes restent la bouche fermée. La fille ne sourit pas. Tu vois d'où on vient, hein.
Donc voilà, il y avait ça. Donc c'est les combats continuent, etc. Mais j'ai l'impression que parfois on est dans des axes où là on se dit la radicalité, il en faut souvent. Par exemple, en France, à un moment donné, il a fallu qu'ils coupent des têtes, hein, pour que ça s'arrête avec les rois là. Bon, ça s'est arrêté d'ailleurs, hein, voilà. Et il faut parfois. Ça s'est vraiment arrêté. Enfin oui, Macron se prend pour un roi, voilà. mais c'est vrai qu'il faut la radicalité pour arriver à. Pour moi, la vie est toujours en 3 temps. C'est-à-dire qu'il y a un problème majeur, ça c'est le premier temps, voilà, l'exploitation des paysans, etc. Il y a le deuxième temps, c'est la radicalité, couper les têtes pour que ça s'arrête. Et puis la troisième partie, c'est la plus compliquée parce que c'est celle-là où on essaie de reconstruire, vivre ensemble et comment revivre avec ceux qui ont soutenu d'abord les rois mais qui se sont rendus compte qu'ils avaient laissé tromper, etc. Je veux dire, les révolutions en Tunisie, en Égypte, c'est ça, c'est le problème. C'est qu'il y avait la dictature, il y a eu le coupage du cordon, on arrête tout, on vire tout le monde, et puis le troisième temps, c'est le plus long en fait, c'est le plus compliqué. Voilà. Et donc ici, par rapport au combat des minorités, etc., le wokisme, etc., il y a une première étape qui était vraiment de se dire on ne peut plus supporter que les femmes n'aient pas le même salaire que les hommes, que les femmes soient maltraitées, qu'elles soient agressées par des Weinstein, des Gérard et d'autres. Voilà. Il y a un deuxième temps qui est de mener le combat. Il y a #MeToo, il y a les procès, il y a maintenant les femmes qui vont au procès contre Gérard Depardieu et d'autres. Et le troisième temps, ça va être comment est-ce qu'on va revivre ensemble entre les hommes et les femmes. Parce que, voilà, il y a quand même une grosse partie des hommes qui sont cool, chouettes, et qui subissent un peu ça, mais qui se disent, mais comment faire pour... Alors, je trouve que les hommes n'ont pas été assez actifs dans les vagues MeToo. Si un homme n'a rien à se reprocher, il ne doit pas se sentir concerné et visé par... voilà. Oui, mais on peut soutenir quand même. À soutenir les femmes, bien sûr. L'homme est une femme comme une autre. Oui, c'est ça. Mais, quoi ? Quelqu'un disait quelque chose ? Sur c'est une frange de la population dont vous parlez. Oui. Qui, le secteur du cinéma particulièrement qui est touché par... Écoutez, moi je crois que dans d'autres domaines aussi, vous savez. J'ose pas dans les grandes surfaces. En général, ils arrivent quand même à vivre ensemble, il y a quand même des tas de choses positives. Oui, mais d'abord, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas revendiquer quoi que ce soit, qui se disent bon, c'est comme ça, j'ai toujours vécu comme ça, donc pourquoi pas. Alors qu'en fait, quand on ouvre les yeux, on se dit ah ouais, pas normal ça. Ah ouais. Ben oui, voilà. Et donc, pour résumer, parce que c'est pas vraiment le débat, mais quand même, ça rejoint, c'est qu'on va devoir aborder maintenant ce troisième temps, qui est pour moi de réconciliation entre les revendications et en même temps une façon de vivre ensemble. Et ça, c'est pas, ça c'est plus compliqué. C'est la plus longue, la plus lente. Mais oui. Pardon ? Oui. Oui. Ben, je sais pas, il y a eu... Ah oui, oui, oui. Tu as raison de... En fait, disons que... Oui, en fait, on avait accepté une situation... C'est ça, oui, c'est ça. Donc, on a accepté une situation, à une époque, qui faisait qu'on trouvait ça bien pour tous les deux, alors qu'en fait, une était dominée et l'homme pas, quoi. C'est ça. Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est juste. Oui. Chut. Attends, j'entends pas. Olivier, J'ai besoin de le mentionner, la situation n'a pas été acceptée, la situation a été créée par ceux qui décidaient, qui étaient les hommes, oui. Blancs en l'occurrence, et donc pour moi il y a un quatrième temps qui s'ajoute, en plus de celui... Un quatrième temps ? Mais je pense qu'entre couper des têtes et vivre avec, il faut que les personnes dont les têtes ont été coupées comprennent ce qui s'est passé. Parce que je pense que c'est un peu trop facile de juste dire couper des têtes et de dénoncer. Il y a aussi l'acceptation, la compréhension des années d'histoire et des millions d'années d'histoire. Oui. Comprendre que la femme n'a jamais été mise sur un pied d'égalité. Oui. C'est pas juste couper des têtes, c'est tout un enseignement. On vit dans un système de domination. Et donc, c'est trop léger. Enfin, oui, enfin, j'essaie de résumer. Mais je l'entends, mais je pense que c'est important de dire que... Je ne pensais pas en parler, mais... Mais on n'est pas du tout dans un système d'acceptation actuellement. Non, mais quand je dis on est encore en train de couper des têtes. Oui, quand je dis accepter, ça veut dire qu'en fait, il y avait un modus vivendi
d'il y a un siècle ou deux, pour beaucoup de femmes, pas toutes, mais pour beaucoup, qui disaient... Si, toutes les femmes ont subi, toutes les femmes subissent encore. Toutes. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord. Ça Je veut pas sais, dire qu'il était mais d'accord. quelqu'un a dit qu'on était dans l'acceptation, on n'est pas du tout dans l'acceptation. Oui, non, c'est ça. C'est Voilà. un modus vivendi qui convenait plutôt aux hommes qu'aux femmes, mais voilà, qu'on disait qu'on était... Voilà. Ouais. On parlait de conciliation et réconciliation. Et alors pour revenir, oui, c'est vrai, pour revenir quand même. Pour revenir à l'humour, est-ce Oui. que l'humour va vivre une révolution avec tout ce que tu as dit, pas à ce niveau-là, Oui. je parle au niveau de la compréhension des jeux de mots, de ce qui unit, de tout ce qui nous fait rire, des mêmes références qu'on peut avoir ou pas. Est-ce que l'humour subit déjà une révolution? De toute façon, l'humour, il colle à la société. Je veux dire, les blagues de Coluche ne passent plus. Elles ont un peu fait du mal aux Belges, parce que mettre des frites dans le biberon des enfants, c'est vrai que c'est... Oui, c'est ça. Mais en fait, l'époque était... Voilà, quelque part à ce moment-là, nous, Belges, on acceptait qu'on raconte des blagues sur nous. On ne les aimait pas, mais on acceptait qu'on dise, bah oui, parce qu'on était considérés comme un peuple, je sais pas, voilà... pardon de le dire crûment, il vous est passé pour des cons. Ah oui, complètement, voilà. tout à fait. Mais donc ça, c'est fini, parce que... l'image du Belge a vraiment changé. En 30-40 ans, il y a une volonté aussi de la part d'humoristes aussi de ne pas nécessairement, de plutôt parler de soi. Par exemple, les gens de banlieue, par exemple, tu vois, tout le Comedy Club de Jamel Debbouze, tout ça, c'est des gens qui racontaient leur parcours, comment ils arrivaient. Et du coup, il y a eu d'autres débats, d'autres thématiques dans l'humour qu'avant de dire les Autrichiens, c'est les pires, les Polonais, c'est les mauvais, les Belges sont les cons, etc. Voilà, il y a eu des changements là-dessus. Donc, oui. Par rapport justement aux humoristes qui arrivent aujourd'hui, dans lesquels tu te reconnais, ou lesquels te plaisent Écoute... Ou te reconnais aussi, oui. Mais écoute, moi j'aime assez bien plusieurs styles. Je veux dire, un Gad Elmaleh me fait rire encore, même si... Au niveau des thématiques, c'est léger, mais je veux dire, c'est quand même, il y a quand même une chose, il est très drôle. Florent Foresti me fait rire à mort. Et dans les parce Belges, que j'aime bien aussi la gestuelle, la façon d'être, etc. Blanche Gardin, pour moi, c'est vraiment très très fort parce que elle a vécu des choses très très compliquées dans sa vie, dans la rue, etc. Et je crois pour moi, elle est dans la 3e étape, tiens. C'est-à-dire qu'à la fois, elle dénonce des choses du patriarcat. Et en même temps, elle se dit, tu vois, par exemple, je ne sais plus, il y a un exemple où elle raconte que, oui, si elle laisse Simone de Beauvoir comme photo dans sa chambre, ça va faire peur au mec, tu vois, voilà. Et donc, elle dit, j'ai quand même envie d'avoir quelqu'un dans ma chambre, tu vois, voilà. Et donc, si tu veux, j'ai l'impression qu'elle est à la fois dans la revendication de dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire un féminisme, voilà, elle est féministe, elle aime Simone de Beauvoir, elle trouve ça un bel exemple, et en même temps elle se dit, ouais mais comment est-ce que je vais vivre demain? Moi j'ai pas envie d'être toute seule dans ma chambre à revendiquer Simone de Beauvoir. Tu vois, voilà. Et donc voilà, j'aime assez bien ce type d'humour-là. Alors il y a beaucoup d'humoristes aussi aujourd'hui qui n'osent plus s'engager sur des thématiques dures et compliquées parce que t'as peur de te choper des tas de choses sur les réseaux sociaux et de te faire engueuler pour... Donc c'est plus délicat, mais l'humour doit toujours être quelque part... L'humour, c'est un point de vue sur les choses. Donc si quelqu'un prend du recul pour faire de l'humour, il doit fatalement choper tout ce qui se dit, se fait, et le traiter avec humour, soit pour ironiser, soit pour mettre en valeur justement des choses qui sont en train de se préparer. Voilà. Et dans les humoristes belges, parce qu'ils sont super ceux que tu as cités. Guillermo Guy, j'aime beaucoup, le stand-upper Guillermo Guy, parce que je trouve qu'il raconte des choses, il a vraiment une histoire, une trame à travers son spectacle, c'est pas juste quelques vannes par-ci par-là. Alors, je pense aux Snuls, mais Snuls c'est pas tout nouveau, mais parce que les Snuls ont fêté leurs 40 ans, je crois. 30 ans, pardon, excuse-moi. Les 30 ans des Snuls, c'est quand même révolutionnaire, ce truc-là, tu vois. Et par contre, ça, tu vois, les Français, ils ne comprennent pas. Tu montres les Snuls aux Français, les sketchs des Snuls, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est incroyable. On avait les nuls, voilà. Vous aviez les Nuls, oui, d'accord, oui. Mais c'était pas du tout pareil dans la, dans la dérision. Ouais. Voilà, je ne sais plus trop là où on était. Non, mais j'ai fait un petit parcours. Donc, la Belgique est toujours une déclaration d'humour et d'amour. Ah oui, moi je crois qu'on est viscéralement des gens simples, cool, créatifs,
Et avec peu de moyens, on fait des choses vraiment assez C'est bien. fortes. Donc, ouais, non, je trouve ça très... Bah, ouais. c'est un chouette mot de la fin. J'espère que la campagne électorale sera un peu drôle, mais je Ouais. suis pas sûr. Voilà. Bah, c'est un chouette mot de Je la pense- fin. Merci beaucoup. Bah, de Bruno. rien, c'est un plaisir. Alors, Olivier va faire circuler des micros. Qui a déjà une première question? Oui. Oui, Bonsoir, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Vous aviez commencé au tout début quelque chose que je Oui. trouvais vraiment intéressant, c'est effectivement les spectacles que vous faites un peu partout en francophonie. oui, Mais donc vous recevez en fait une attente du public oui. et vous devez peut-être aussi adapter votre spectacle. Mhm. Comment est-ce que vous gérez ça en fait? Comment est-ce que vous... Alors, en fait, chaque pays est vraiment différent, hein, je vous assure. Au C'est- Québec, c'est dingue. Au Oui, à Québec, tel point que vous ne Pardon. vous comprenez pas forcément en fait. alors, au Québec, ils trouvent que j'ai un accent. Bah, et moi, j'ai un accent français ou pas? Un peu, mais pas beaucoup. Mais alors, le québécois, c'est quand même un accent. Moi, j'adore l'accent québécois, là. C'est vraiment fantastique, là. J'adore ça, cet accent-là, mais quand ils me disent que j'ai un accent, et en fait, je me rends compte qu'effectivement, comme ils vivent avec l'accent des Québécois, quand ils voient quelqu'un qui vient de loin, ils doivent s'habituer à la façon de parler de l'autre. Voilà. Alors, les Québécois, eux, n'ont pas beaucoup de filtres en salle. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent te parler facilement, ce qui n'est pas le cas en Europe, où la tradition théâtrale remontant à Molière et les autres, enfin après Molière, pardon, fait que la bourgeoisie a envahi les théâtres et c'est très feutré, donc on respecte ce qui se dit sur scène, et il y a ce qu'on appelle le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est ce mur imaginaire qu'il y a entre la scène et la salle. Et donc, au Québec, eux, ils sont encore, ils aiment beaucoup, surtout quand c'est du seul en scène, vouloir communiquer avec la personne sur scène, comme si c'était une conversation orale, en fait. Voilà. Et je me souviens toujours d'avoir vu Valérie Lemercier, que j'adorais, et que j'adore toujours, mais je la vois plus sur scène pour l'instant. Et Valérie Lemercier est arrivée à Montréal pour le festival Juste pour rire. Et elle, en fait, son spectacle, il n'y a aucune interaction avec le public. Elle ne parle pas, elle ne dit pas bonjour aux gens, elle fait ses petits personnages de la petite fille dans le château, la grand-mère un peu folle, etc. Après une demi-heure, la salle s'est vidée. Les Québécois se disaient, c'est qui cette prétentieuse, là? C'est qui cette parisienne, là? Cette française, là? Moi, j'ai vu la salle se vider en un quart d'heure. Et je ne comprenais pas. C'était une star absolue à l'époque. Elle avait fait Les Visiteurs. Elle faisait son one-man show que j'avais déjà vu en Belgique, ou en France, je ne sais plus, mais que j'ai revu là-bas. Et donc, en fait, elle ne communiquait pas avec les gens. Donc, en fait, tu dois communiquer avec les gens au Québec. Ça, pour un seul en scène, hein. Quand tu joues une pièce de théâtre, fatalement, c'est plus compliqué. Mais tu peux quand même interagir de plusieurs manières en regardant les gens, par exemple, tu vois déjà. Et donc, le Québécois, quand je vais au Québec, ben, je sais que je vais interagir plus avec eux. Et puis surtout, là, je fais ça partout en France, en Suisse et au Québec, c'est que je commence toujours par parler de là où je suis. Donc, je fais toujours je lis les journaux locaux, enfin, Montréal, c'est pas, quand je dis local, Montréal, c'est grand, mais de la région, et j'essaie de voir ce qui s'est passé en politique ou d'autres, ou des choses que je peux, moi, je me dis, ah bah oui, Céline Dion, on est au courant de ce qu'elle vit, etc. Et donc, quand je viens au Québec, je commence toujours 10 minutes par parler de la politique locale ou des mots. Pardon, je les embête beaucoup avec le fait que là-bas, on ne dit plus indien, mais autochtone ou Première Nation. Et donc, j'étais là début octobre, j'ai dit, mais je suis content d'être là parce que c'est le début de l'été autochtone. Alors, il me regarde, mais je dis, on ne peut pas dire l'été indien, je suppose. Voilà. Donc voilà, je commence toujours comme ça. Puis en France, ben, là en France c'est facile, je commence toujours par parler de ce qui se passe en France, puisque j'analyse et je lis beaucoup de choses sur ce qui est, par exemple, pour des chroniques dans l'écho le samedi matin, je lis beaucoup ce qui se passe. Et donc il y a toujours des parallèles assez faciles à faire entre ce qui se passe en France et chez nous. En Suisse, ils sont assez cool. En Suisse, ils sont assez proches du Belge dans la salle. Le Suisse, en rue, non. Très calme, hein, très introverti, je trouve. Il y a des Suisses dans la salle, je ne sais pas, mais en tout cas. Non, mais c'est vrai, quand tu vas en Suisse, tout est aseptisé, tout est bien mis, une carte postale d'antan. Mais dans les salles, les gens sont libérés, ils se lâchent, et là, tu peux rigoler un peu comme en Belgique. Voilà. Et à Bucarest,
Parce que tu as été à Bucarest aussi. Oui, j'étais Bah aussi à oui. Bucarest, c'est vrai. Ouais. Mais c'était pour une soirée spéciale. Donc là, j'avais maîtrisé 40 minutes. Et j'avoue que je n'ai pas osé parler de ce qui se passait là-bas parce que je ne connaissais pas assez bien. Je ne dominais pas la Et politique. tu as parlé aussi de Dakar. Oui, Dakar. Alors, j'aime beaucoup aussi jouer en Afrique. Parce que là-bas, ils ont une grande créativité verbale aussi. Ils créent beaucoup de mots à eux, typiques. En fait, vous savez, dès qu'on s'éloigne de Paris, les gens prennent plus de liberté par rapport aux mots. Voilà. Si vous lisez dans les îles Raphaël Confiant, en Martinique, par exemple, mais c'est incroyable, quoi. Il y a une liberté il y a des mots qui ont une saveur, qui ont une odeur, etc. Il faut savoir que j'adore la langue française, mais il faut avouer qu'avec les Lumières, avec les philosophes français qui sont très brillants, on a plein de mots en isme, des mots abstraits, plein de mots abstraits. Et quand vous éloignez, eh bien, il y a encore, et c'est pas du folklore, c'est pas de l'exotisme, il y a encore des mots qui ont une saveur et un parfum, et ça c'est magnifique. Et donc en Afrique noire, comme à Dakar par exemple, c'était vraiment intéressant. Alors là aussi, il y a un rapport au public très très franc, très voilà, de chaque côté. Ce qui est compliqué, et c'est peut-être un cliché, mais je dois quand même le dire, c'est que quand tu veux jouer à 20h, ben, tu joues à 21h. Mais par contre, tu ne peux plus t'arrêter. Tu ne peux pas faire 1h05 ou 1h15. Il faut durer toute la nuit alors qu'en fait, tu n'as plus rien à raconter. Bah, mais tu continues quand même. À la Madonna. À la Madonna. Madonna, c'est ça, 3 heures. Donc voilà, donc c'est des belles expériences. Et puis surtout, chaque fois, ça t'oblige à retravailler le texte, à faire en sorte que ce ne soit pas toujours répéter la même chose au même endroit. Quand tu changes de lieu, c'est quand même... ça redynamise, ouais. Tiens, puisqu'on parlait de mots, juste, Oui. C'est quoi, comme ça, au débeauté, à l'impromptu, tout de suite, ton mot préféré, la langue française? Celui qui t'enchante, pas forcément pour le sens, mais pour la sonorité. Ben, passionnément, c'est un mot que j'aime bien parce que dans passionnément, il y a l'aimant, un aimant qui aimante, et une passion. Et voilà, c'est un mot qui est... Ouais. Il y a quelque chose de concret dans le mot aimant. Tu vois d'office de force qui s'attire. Ouais. Voilà. D'autres questions? Les micros vont passer. Non? Bah alors. Il y a quelqu'un? Non? Par ici? Oui? Oui. Le micro arrive. Voilà, le micro arrive, ça va être plus simple. Oui, je viens de voir le petit flyer, là, le carnaval des animaux. Je voulais voir si de quoi ça parlait. Est-ce que c'est un spectacle humoristique engagé ou pas pour les animaux? Alors, oui, si, c'est ça. Donc, bon, alors là, il y a un flyer qui circule par rapport à un spectacle que je présente au Cirque Royal début mars prochain. On l'a créé l'an passé à Liège, à la Philharmonique, avec l'Orchestre Philharmonique de Liège. Donc, le Camille Saint-Saëns a donc, comme vous le savez, composé le Carnaval des animaux. Il n'y a pas d'histoire, parce que ce monsieur a fait ça juste pour un ami violoncelliste, Charles Lebouc, qui avait dit « Tiens, je fais un Mardi Gras chez moi avec des amis, tu ne vas pas composer des choses ?» Et lui, qui est un monsieur très sérieux à la base, Camille Saint-Saëns, a fait des symphonies prestigieuses, somptueuses, et il se battait avec d'autres compositeurs pour être le premier de la liste. Il s'est lâché, il s'est dit « Ah oui, pour mon ami, je vais faire ça. » Donc il a fait une petite fantaisie musicale que je trouve exceptionnelle. Et il le joue une fois, 2 fois, et puis voilà que les musiciens disent « Il faut que rejouer, ça c'est trop bien. » L'Aquarium se joue encore maintenant en ouverture du Festival de Cannes. Le Cygne est un magnifique morceau. Et il se rend compte que ça va lui échapper. Donc il est de mon vivant, on ne jouera plus jamais le Carnaval des animaux. Voilà. Et donc j'ai voulu écrire une histoire pour le spectacle, parce que le spectacle est art total, c'est-à-dire qu'il y a 20 danseurs, il y a des grandes marionnettes, il y a un éléphant géant de 2 mètres de haut qui apparaît sur scène, avec des gens dedans, il y a des projections d'images, etc. Et l'histoire que je raconte, c'est l'histoire du roi lion, le lion qui se demande comment est-ce qu'il peut sauver la planète et la faune. À ce moment-là, arrive le chat de Pierre et Loup de Prokofiev. Et le chat dit au lion, écoute, Prokofiev est mort. Mais dès que les gens entendent ta 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 ta, même si je ne suis pas là, les gens voient le chat. La musique peut rendre immortel. Alors le lion est tout affolé, il dit mais oui, mais est-ce qu'un compositeur aurait écrit pour une tortue, pour un éléphant? Oui, Camille Saint-Saëns. Et du coup, tout le spectacle, ça va être comment forcer Camille Saint-Saëns, qui voulait plus qu'on joue le carnaval, à le pousser à ça. Je ne vous raconte pas toute la suite, vous verrez sur place. Mais donc voilà, c'est au Cirque Royal, avec plein de musiciens, plein de danseurs, et je suis heureux parce que j'ai 5 ans sur scène. Je fais moi-même le lion. Je sais, j'ai la carrure.
mais c'est une féerie totale. C'est vraiment très très chouette. Allez voir sur internet, il y a des images. Vous tapez Carnaval des animaux, Cirque Royal et des images pour voir ça. Ouais. Et c'est vraiment très chouette. Et donc effectivement, c'est sur la biodiversité. Et à la fin du spectacle, d'ailleurs, le lion et tous les animaux s'adressent aux humains pour leur dire qu'il faut main dans la main, patte dans la patte, se tenir ensemble et faire en sorte que ce monde puisse continuer demain. Voilà. Et alors donc Camille Saint-Saëns qui ne voulait pas qu'on reprenne son œuvre de son vivant, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait reprendre tes sketchs de ton vivant, bien sûr? Alors ça se fait déjà, ouais. Oui. Mm-hmm. En fait, ça fait déjà 20-25 ans, je crois qu'il y a des profs de conservatoire et d'académie qui reprennent certains de mes textes, surtout ceux où il y a beaucoup de jonglerie autour d'un mot, par exemple les patates pelées, non pelées, etc., ou l'amour que je vous, nous, voilà, des textes de mes anciens spectacles. Et donc là, c'est des textes, c'est pas vraiment nécessairement une histoire, mais c'est beaucoup de jeux avec des allitérations et des jeux de sonorité. Et du coup, les profs de conservatoire utilisent pas mal de mes textes là. Oui, et ça me fait toujours drôle parce que parfois j'étais invité à écouter comment on disait mes textes. Et alors, c'est très drôle de voir comment les autres le font fatalement. C'est complètement différent. Et c'est fou parce que comme ce sont tous mes enfants, tous ces textes, tu vois, ces trucs qui se souviennent de moi, quand je sens quelqu'un de l'extérieur, ça me fait comme si j'étais mort. Et que d'un coup on m'invitait à l'enterrement et qu'à la cérémonie quelqu'un disait mes textes. Mais c'est drôle et en même temps je suis très heureux parce que voilà, s'il y a des jeunes qui redonnent goût, qui reprennent goût à l'écriture, à la créativité, c'est super quoi. Ouais, puisque tu parlais d'allitération, il y en a une qui est belle parce qu'on a dit de toi, je trouve, un détrousseur polisson de mots très polissés. Elle est belle celle-là, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Pas mal. Ouais. Polisson, ça me va bien. Ouais, c'est une bonne définition. J'aime assez bien. J'aime assez bien parce que polisson, il y a des sons très polis, le son, le sens. Il y a polisson. Enfin oui, non, c'est. Oui. Ah, une question. Moi, j'ai un peu de mal pour vous. Je me demande toujours si vous n'avez pas ras-le-bol de devoir expliquer toujours le sens de l'humour. Et comment défendre, et comment le prendre. Oui. Est-ce que vous n'avez pas ras-le-bol d'expliquer toujours ça? Mais vous savez, des soirées comme ceci, j'en fais pas beaucoup. Hein. Ah bon? Ah non. Je fais des rencontres autour des bouquins, je fais de temps en temps une conférence comme ça sur un thème, mais c'est plutôt rare. Et puis surtout, c'est des rencontres avec des gens, en fait, des gens qui sont intéressés par le sujet. Bon, après, je les rencontre, on pose des questions, et en fait, c'est un échange. Et en fait, souvent, ça me nourrit d'entendre ce que l'on me dit, par exemple, ce que vous avez dit sur le quatrième temps qu'on devrait placer quelque part, là, il faudrait que je trouve, parce que dans ma tête, moi, la vie, c'est toujours en 3 temps. Mais bon, c'est un schéma de mec de théâtre, que tu vois, les 3 temps, les 3 actes. Et que peut-être que dans la vie, c'est pas comme ça, c'est pas comme au théâtre. Mais voilà, du coup, ça me nourrit, en fait. Donc ça me... en fait, c'est comme une conversation que je poursuis depuis des années sur l'humour. Donc là, il y a des focus plus forts sur les mots aujourd'hui, sur Twitter, comment parler, le langage aujourd'hui, comment il évolue, comment s'en sortir avec tout ça, parce que c'est plus compliqué. Et donc, comme j'ai pas de réponse, je sais que c'est en vous rencontrant des soirées comme celle-ci, ou d'autres, en échangeant à la radio ou ailleurs, qu'à un moment donné, ah ouais, c'est vrai, il y a ça en plus. Ah oui, c'est intéressant ça, tu vois. Et je me dis, ouais, donc ça fait partie pas du job, parce que pour moi, c'est pas vraiment un job, c'est une passion. Ouais. Mais c'est vrai, c'est une façon de continuer et de rencontrer les gens, en fait. Hein. Voilà, je sais que ceux qui viennent ce soir sont pas nécessairement ceux qui... Enfin, certains viennent au spectacle aussi, mais c'est pas les mêmes nécessairement. Donc, et j'aime bien savoir un peu ce que les gens pensent de l'humour aussi, en fait. Hein. Ouais, donc en fait, t'arrêtes jamais de bosser, puisque là, cette soirée, tu dis « Ah tiens, je suis en train de penser à un sketch, mais parce que en fait, je prépare un spectacle pour fin de l'année au Théâtre Le Public. J'ai pas encore le titre. Et ça va parler justement de ça, de savoir comment tous ces mots qui m'ont tellement nourri, tellement donné de bonheur, comment aujourd'hui continuer, et en voyant les choses magnifiquement. Par exemple, il y a un truc que j'adore, les anagrammes. Tu vois, on peut dire que les mots cachent des choses, qu'on n'ose pas dire les choses. Et en fait, les mots sont très révélateurs. Si tu prends le mot camarade au pluriel, l'anagramme, c'est mascarade. Et donc, si tu résumes ce qui s'est passé avec le communisme dans le temps et ce qui se passe, comment ça s'est passé entre la théorie et la pratique, je me dis qu'au fond, le mot camarade avait déjà tout en lui. Tu vois ? Voilà.
Le commandant Cousteau. L'anagramme, c'est « Tout commença dans l'eau ». C'est magnifique. Louis de Funès, je crois que c'est « Liesse d'un fou ». Par exemple, tu écoutes un Parisien un quart d'heure, il te faut une aspirine. Parisien, c'est l'anagramme d'aspirine. On va pas oublier celle-là, hein, ouais. Si tu picoles, il y a la police. Et picole, police, c'est les mêmes. C'est l'anagramme. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup ce. Tu vois, je travaille là-dessus. Pour l'aspirine, demandez un Doliprane à Paris. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça que j'aime bien analyser parce que il y a rien qui est tout blanc ou tout noir. Et je me dis, les mots, on peut essayer de les masquer ou de leur donner un autre sens. Il y a quand même souvent une vérité qui reste là. Puis après, j'étudie d'autres choses. Par exemple, là, pour le conflit israélo-palestinien, pour moi, celui qui a le prix Nobel de la paix, c'est le trait d'union qui est entre Israélo et Palestiniens. Parce que ce trait d'union, qui est là depuis des dizaines d'années, a sa juste place. C'est-à-dire qu'il ne penche pas vers les Palestiniens, il ne penche pas vers l'Israël, il est là accroché, et il est à la équidistance, et donc il reste là. Et pour moi, il faut être vachement courageux, d'oser être là à une sorte de checkpoint de mots, tu vois. Enfin voilà, écoute, je suis là-dedans, je suis en train de travailler là-dessus, je ne sais pas ce que ça va donner, mais moi je passe des heures à trouver, à essayer de travailler sur les mots, leur sens, tout ça. Par exemple, il y a un truc génial, depuis qu'il y a les mails, il n'y a plus d'aristocrates. Il n'y a pas de majuscule dans les mails. L'adresse mail, tout est sur le même pied. Alors, j'ose pas imaginer les Xavier Deméus d'Argenteuil, qui du jour au lendemain ont perdu toute leur superbe. Est-ce qu'ils font des mails, ces gens-là? Ça doit faire mal au cul de voir tout à coup plus d'espace entre le petit 2 et la suite. Tout est collé, tout est égalitaire. Mais quelle horreur! C'est ça le deuxième temps, peut-être. Donc voilà, écoute, voilà, je suis là-dedans, mais je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis en pleine recherche. Moyen. Mais je ne prends pas de drogue. Hein. Non, mais on a bien compris, c'est ton état naturel. Mais justement, comment tu te reposes? Comment, à un moment, tu laisses un petit peu ton, tu sais que parfois, ton je travaille repos la nuit. au cerveau et qui travaille quand même. Mais même la nuit, quand je dors, hein, je te jure, ça n'arrête pas, en fait. Tout ce que je lis fait farine au moulin. Tout ce que j'entends, tout ce que je vois, chaque mot est source de plein de choses. Alors maintenant, je me perds parfois aussi, hein, quand même dans le labyrinthe, dans le labyrinthe des mots. Mais sinon, je suis toujours en action, toujours, parce que c'est à l'infini en fait. Au début, quand j'étais étudiant en philo-roman, j'avais fait un spectacle en 85, 86, puis un deuxième, puis je me dis, je vais m'arrêter. Je vais plus savoir trouver d'autres choses. Et puis en fait, c'est à l'infini, quoi. Tous les langages qu'il y a, le slam, le verlan, les mots anglais qui viennent chez nous, c'est à l'infini. Et donc, c'est surtout l'idée de... Le point de vue de l'humoriste, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces langages? Pourquoi est-ce qu'on aime bien les mots anglais? Parce que ça fait genre, quoi, ça fait moderne. Hein, voilà. Voilà, deux trucs comme ça. Le verlan, c'est parce que les jeunes ne voulaient pas que les parents comprennent ce qu'ils disent, donc ils ont inventé un langage à eux. Je trouve ça génial. Et toutes les générations de jeunes inventent leur langage à eux. Oui, c'est ça, voilà, et pas seulement en verlan, mais voilà, c'est vrai. Exactement. Et même quand on est amoureux, souvent, on s'invente des petits mots d'amour entre nous, des petits mots, voilà. C'est pas nécessairement toujours sophistiqué, mais c'est une façon de se créer son langage, ce qui prouve que, effectivement, le langage n'appartient pas à Robert ni à Larousse. Ni à l'Académie française. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On verra. D'autres questions? Voilà. Le micro. Est-ce que vous avez été approché par France Inter? Ah, mais oui, mais j'ai fait 2 années à France Inter. Avec Stéphane Bern, le fou Stéphane du roi. Bern. C'est donc, ça? C'était le fou du roi. Oui, alors, ouais. Et j'ai fait 2 années là-bas. C'était assez fort parce que j'étais juste à côté de l'invité, donc je vais faire le portrait. Donc voilà, et il serait toujours, pour moi le plus terrible, ça a été Fabrice Lucchini. Oui. Que j'admire et que j'adore, et franchement je l'ai vu là travailler, parce qu'en fait ce gars en interview il travaille, c'est-à-dire qu'il fait un job de fou. Ce gars en fait, comment vous dire, il regarde, donc il répond aux questions qu'on lui pose, mais il va
chercher pourquoi on me pose cette question-là. Donc il va plus loin. Et ça, tu te dis, c'est quand même fort, parce qu'il faut quand même répondre directement à la personne pour dire, écoutez, ceci, j'ai fait cela, que ça. Et en même temps, tu te dis, mais alors, il me demande ça parce que, ah oui, j'ai eu ceci, cela. Et donc, en fait, il fait une psychanalyse tout le temps. Il faut savoir que Lucchini, une période, allait chez des couples pour voir comment un couple vivait. Donc, il s'installait à côté de la table pour regarder le couple, comment il vivait. Mais il est formidable. Ce type, pour moi, c'est un summum parce qu'il vient quand même d'un milieu son père tenait une épicerie de fruits et légumes. Et lui a commencé garçon coiffeur. Alors après, d'abord fruits et légumes. Il est garçon coiffeur. Et là, dans la salon de coiffure, il y avait plein de gens de la haute, des aristocrates, ou en tout cas de la bonne bourgeoisie parisienne. Et il avait un don quand même pour la tchatch. Et puis surtout dans les rues de Paris, je ne sais pas quelle année c'est, mais c'est année quoi, 70 ou je sais pas. 70-80. Dans les rues, il y avait des jeunes, ils se faisaient des de textes comme ça, de batailles verbales, et lui apprenait plein de textes de Victor Hugo, tout ça. Il était passionné par tout ça. Il est devenu DJ dans une boîte de nuit, je suis à Biarritz, je ne sais plus où. Et donc ce gars, comme il fréquentait des gens de la bourgeoisie au salon de coiffure, il était invité chez un éditeur. Et puis chez un autre Parisien qui était très lettré, et comme lui, dans le salon, il éblouissait tout le monde, il a commencé à, comme ça, mais il vient vraiment, pas de la rue, mais d'un milieu où il n'y avait pas la poésie en premier lieu comme étant l'étendard à brandir. Mais c'est fou parce que ça fait très salon littéraire, justement, à l'époque de la cour royale, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et donc, Lucchini est à côté de moi, et donc, en fait, il a écouté mes premiers jeux de mots, puis à un moment donné, il a éclaté de rire sur un jeu de mots un peu sexuel, je ne sais plus pourquoi, enfin bref, je ne sais plus ce que j'avais dit. Et là, il a emmené toute la salle, parce que c'était en public, hein. Il y avait toute la table avec tous les gens de l'équipe du Fou du Roi, et il y avait le public. Et donc c'est lui en fait qui dirigeait la soirée, l'animation, l'émission. C'est incroyable, ce type, il a 2 cerveaux, quoi. Je l'adore. Il est trop bien. Et donc, oui, France Inter, j'ai fait 2 ans. Puis, en fait, après, à la fin de la 2e année, il m'avait dit, tiens, ce serait bien que tu fasses dans la matinale. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore les chroniques du matin à 8h moins 5. Et donc, j'en ai fait une. Et je devais travailler sur Obama, Hillary Clinton, etc. à ce moment-là. Voilà. Et j'ai osé, parce que ce sera normal, Hillary Clinton se présentait là-bas. J'ai dit, Ségolène Royal se présentera ici en France. 2 heures après, je me suis fait enguirlander par Stéphane Bern en disant que j'avais osé parler de Ségolène Royal. Elle est de droite, hein. Et donc, non, mais elle est de gauche, Royal, mais il ne voulait pas que je parle de politique française le matin à 8h moins 5. Ce n'était pas encore acquis à France Inter. Et donc voilà, du coup, après, ça s'est arrêté très vite. Mais j'ai fait mes 2 années, c'était super, mais c'était vraiment chaud. Ouais. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une différence entre la radio française, la radio belge, les médias français, médias belges aussi. Oui, il y a une grosse pression médiatique en France, c'est terrible. En Belgique, c'est cool, oui, c'est vrai. On peut tester des choses, on peut essayer, c'est vrai. Non, mais ça rejoint ce que je disais au tout début de la conférence sur le côté entre nous, quoi. Ouais. Voilà, ouais, c'est vrai. Ouais. Et alors justement, au début, tu disais que c'est en allant effectivement à l'étranger que qu'on apprend des choses sur soi. Oui. Je confirme. Depuis que je vis en Belgique, je regarde mon pays différemment aussi, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en allant à l'étranger ? Que en fait, là, on ne me connaissait pas, que ça allait assez vite pour dégeler. Pour avoir un contact proche du public. Parce qu'en Belgique, fatalement, au début, les gens ne me connaissaient pas, mais au fur et à mesure, les gens, ils savent qui je suis. Donc, avant même d'arriver, ils savent grosso modo à quoi s'attendre. Ouais. Quand je vais à un pays étranger, surtout au Québec, là, il y a quelques villes qui me connaissent, mais d'autres villes où j'arrivais, là, à Ottawa, c'était fin septembre, début octobre, je suis arrivé là dans la salle. Et en fait, le fait de parler des gens, de ce qui se passe chez eux, déjà, ça les rassurait sur ce qui allait se passer. Et puis surtout, je crois que les gens, je ne sais pas si c'est l'empathie, mais je ne sais pas comment dire, mais il y a un courant qui passe. En fait, c'est ça, parce que j'observe beaucoup de gens sur scène, et il y a des gens qui n'arrivent pas à créer un lien avec le public. Ils sont performants sur scène, ils font leur truc comme ça, mais il n'y a pas de feeling qui passe, quoi. Il n'y a pas de sentiment. Et moi, c'est plutôt, je me rends compte qu'à l'étranger, c'est là que je rencontre le mieux, que ça se passe bien, parce que fondamentalement,
j'aime les gens, mais je le dis sincèrement, et je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gens et qui sont sur scène quand même. Et je ne sais pas pourquoi, parce que tu te dis, si tu n'aimes pas les gens, pourquoi tu fais de la scène? Mais j'en connais, je n'aurais pas des noms, parce que ça, c'est pas... Je ne suis pas français, donc je ne ferai pas ce genre d'humour. Mais oui, je crois que j'aime tellement qu'en fait, je dégage de moi, en dehors des mots, une envie de rencontrer les gens en fait, dans la salle. C'est ça, je crois. Ouais. Donc ça, j'ai appris que c'est vraiment ma vraie nature en fait. Ouais. C'est la curiosité. Oui, de rencontrer les gens. D'abord, c'est bien quand je suis étranger, toujours après le spectacle, je demande aux gens, mais comment... Il y a parfois des Belges qui viennent me voir, je dis, mais comment tu t'es déraciné? Parce que c'est un truc que je n'arrive pas à faire, moi. J'aime bien la Belgique, j'aime bien voyager, mais j'aime bien revenir. Et donc, je pose sur plein de questions aux gens, qui vous êtes, comment vous êtes là voilà, donc c'est une vraie curiosité parce que ça me nourrit de tout en fait, mais c'est pas par intérêt, c'est par envie. Ouais. Tu pourrais présenter l'émission des Belges du bout du monde, quoi. Adrien Jovenot, oui, Adrien. Par exemple. Formidable, Adrien. Elle est chouette, cette émission. Oh oui, j'adore. Oui, tu as raison, Delphine, c'est magnifique, oui. Et tu nous viens d'où, Delphine, alors? J'ai l'impression qu'on est chez Jacques Martin. Tu nous viens de France. Mais c'est bien, Delphine. Elle vient de France, Delphine. Oui. C'est chouette, hein, vraiment. On va passer un bon moment ensemble, je crois. Merci, Delphine. Une page de pub, merci. Mais j'adore Adrien. Mais il est tellement scout. Incroyable. Je vous raconte une anecdote par rapport à lui. On avait fait donc le vélo, le Ravel, là, tu vois, le Belge du bout du monde. Le beau vélo de Ravel, voilà. Et on était parti à Kinshasa avec une vingtaine de vélos, une vingtaine de personnes, etc. Et après un tour à vélo dans Kinshasa où on s'est fait huer parce qu'on passait à 20 avec le même t-shirt orange de Vivacité. Écoute, ça faisait le Club Med qui circule. Enfin, je trouvais ça pas une bonne idée, mais bref, il fallait faire des images de gens à vélo à Kinshasa. Et après, on devait prendre un bus pour aller dans un village à 100 km de là. Bon, 100 km à Kinshasa, ça veut dire quand même que ça dure une journée, en fait, grosso modo. Voilà, mais on ne savait pas ça. Donc, on prend le bus, voilà. Et il y avait d'ailleurs Isabelle Durand dans le bus avec moi et quelques personnalités politiques belges, etc. Et puis tous les 20 candidats. Et donc, on roule, et ça prenait mais des plombs, on n'en pouvait plus. Et dans le bus, on disait, purée, parce que Jovenot était parti la veille là-bas, il était là-bas déjà sur place, et on devait le rejoindre. Et on lui en voulait on était là, oh, j'en peux plus. Si je le vois, je le tape. On arrive là, la porte du bus s'ouvre, Adrien arrive, et alors, comment ça va les amis ? Et personne n'a osé dire quoi que ce soit. On dit, ben, ça va, on est content d'être arrivé. Le goudron et les plumes, c'était juste dans la tête. Ah non, mais il est incroyable. Il a une façon de faire qui fait que tu ne peux pas dire non à Adrien Jovenot, en fait. Tu dois dire oui, tout le temps. Ouais. Tiens, tu parlais des scouts. Tu as été scout ? J'étais pas chez les scouts, j'étais au Patro. Dans mon village, après de Tournai, il n'y avait pas de scouts, il y avait des patros. Voilà. Et donc, j'étais patronné. Et puis après, je suis devenu chef patron pendant 2-3 ans. Mais il y a un animal totem aussi ou pas ? Non. Non, voilà. Non, il n'y a pas tout ça. Ça aurait été quoi, tiens, comme ça? T'en inventerais un pour toi, ça serait quoi? Non, parce que je te demande ça parce que j'ai rencontré... c'est quoi le suricate? Ah, le suricate. Ah, ouais. Oui, ma compagne m'a dit que je suis un suricate. Ouais, c'est très bien, parce que j'ai rencontré... Je ne sais pas. C'est pas mal. J'ai rencontré Jacques Mercier récemment et oui. il m'a fait beaucoup rire quand il m'a dit son animal totem. Vous savez ce que c'était? Non. Fan ironique. Vous voyez Jacques Mercier et là vous dites ah ouais. Fan ironique. Ouais. Pas mal. Non, moi, suricate. Ouais. Voilà. Bien. D'autres questions? Oui. Par ici, le micro. Ouais, vas-y. Oui, c'est bien. Une Française, elle a de la voix. Magnifique. Avez-vous déjà créé ou cherché l'anagramme de Bruno Coppens? Oui, il n'y a pas. Il n'y a rien. Voilà, merci. J'ai regardé, non. Pour l'enregistrement, je dois le redire dans le micro. Donc, avez-vous déjà cherché l'anagramme de Bruno Coppens? C'est juste pour l'enregistrement. Oui, je sais, j'ai regardé, mais il n'y a pas. Non, ça m'aurait bien plu d'avoir... Ouais, je sais, non. Bah, on peut faire des néologismes. Hein. Bah, inventons. Ah ouais. Je sais pas. Ouais, mais alors l'anagramme qu'un mot inventé, c'est un peu plus compliqué à faire passer. Non, il faut que ce soit immédiat, quoi. J'en ai encore d'autres, là, je ne sais plus qui me venaient, là. Mince, j'ai oublié. Bref. Et donc, oui. Ah oui, Boris Vian, Bison ravi. Ouais. Marguerite Yourcenar, de Créancourt, et le prénom, je ne sais plus. Ouais.
Ah, il y en a plein comme ça. Hein. Oui. Ah oui, de créer en cours, c'est ça. Oui, oui, c'est comme un pseudo, quoi. Ouais, pour pas se. Ouais. Il y a créant. Oui, créant, c'est vrai quand même. Attendez, quel est l'anagramme en fait? Quel est le vrai mot de base? D'accord. Ah voilà, Yourcenar en fait c'est son anagramme en fait. D'accord. Bah oui, effectivement. De créer en cours. Ok. Tiens, on parlait de Boris Vian comme ça. Oui. C'est quelqu'un aussi qui t'a inspiré? Mais oui, à mort. Boris Vian, quand même. Mais j'ai fait ma thèse dessus. Bah oui, la phrase « il est mort d'un manque de savoir-vivre ». Ah c'est ouais. Pas beau, ça? Magnifique. Moi, j'adore Boris Vian. Parce que lui, il cumulait tout, quoi. Il faisait des chansons, il était jazzman, il écrivait des poèmes, des chansons. Il a écrit des polars sous un autre nom, il me semble. Oui, Vernon Sullivan. Vernon Sullivan. Ouais. Et donc, oui, quand j'ai fait le roman, j'ai étudié... Et il est mort à 40 ans. Oui, ça c'est moins Juste, bien. non, d'accord, Ouais. mais pour dire qu'à 40 ans, il avait déjà fait Ah oui, tout ça, c'est vrai. Oui, ça, non, c'est mais vrai que c'est énorme. C'est quand même assez dingue. Et alors, ce qui est dingue, c'est que la tête de Boris Vian, eh ben, vous mettez Emmanuel Macron à côté. C'est pas le même style, mais les visages se ressemblent. Non, mais c'est vrai. Il y a des ressemblances physiques entre les deux. Oui. Bon, c'est un détail, ça à la con, mais... Non, Boris Vian, oui, j'ai fait ma thèse dessus pendant 2-3 mois. Je me suis penché sur la place de l'eau, la terre, le feu dans l'œuvre de Boris Vian, tout ça. J'ai étudié ça. J'adorerais Boris Vian. Ouais. Ah oui, oui. L'écume des jours, dit. Magnifique. Voilà, donc là, il y a... Ah ben, encore une question, oui, vas-y. Oui. Oui, je voulais te demander... C'est à partir d'une expérience que j'ai vécue personnellement. Pardon. Donc c'est un journal pédagogique pour enseignants, un journal français pédagogique pour enseignants, qui m'a demandé donc de faire une petite chronique chaque fois que le journal sortait, 5 fois par an. Oui. Une chronique un peu rigolote parce qu'évidemment tout le reste du texte du journal était très sérieux. Ah oui. Très, bon. Et donc je m'y suis mis et j'ai remarqué que les gens ne mordaient pas tellement. Oui. C'est donc un texte écrit. Hein, oui, oui. Alors je me pose la question, la différence entre un texte drôle que l'on lit et la différence entre un texte drôle que l'on entend ou qui est interprété par quelqu'un. Oui. Donc tu as dû être dans les deux positions. Enfin, je veux dire, tu as aussi publié tes textes. Oui, oui. Et tout le monde le fait. Donc François Morel, il continue à publier ses chroniques, alors que moi je préfère les entendre. Alors la différence, oui, mais la différence c'est que François Morel, si tu le lis, tu connais sa voix. C'est important. Tu connais la voix de François Morel avant même de lire. Ce qui fait que quand tu le lis, tu entends sa voix, donc ça aide. Moi, c'est peut-être pareil pour ceux qui lisent l'Écho le samedi, où j'ai des chroniques, où je fais aussi des jeux de mots. Et parfois, je sais qu'il y a des jeux de mots que je dis, bon, ben là, c'est possible que les gens ne le comprennent pas parce qu'ils vont passer au-dessus s'ils ne le lisent pas à voix haute, ce qui est rare quand même que tu lises une chronique à voix haute chez toi. Mais du coup, donc il y a cette difficulté-là peut-être, oui. Mais c'est plus difficile la chronique en écrit parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses vraiment. En salle, tu sais assez vite dans la salle qui est là, etc. Même si tu ne connais pas les gens, tu peux cerner facilement, un peu plus rapidement. Là, le lecteur... Voilà, l'Écho, c'est lu par des chefs d'entreprise, c'est lu par des banquiers, c'est lu par des enseignants, par des avocats, je ne sais pas. Donc c'est plus compliqué parce que tu t'adresses à qui réellement. Et en fait, moi, ce que je fais, le parti pris que je fais, c'est toujours de partir de moi, d'un truc que j'ai vécu, en me disant, tiens, voilà, j'ai ça, ah ben j'ai lu ceci, cela, de faire un peu le candide. Et voilà, de faire ma trame à partir de ça. Mais je crois que la voix, peut-être, ceux qui connaissent ma voix, ben, c'est peut-être plus facile aussi de rentrer dedans. Peut-être, je ne sais pas. Ouais. Mais je n'ai pas lu tes chroniques, donc je ne peux pas les dire. Voilà. Et donc, il y a le livre dessiné avec Pierre Kroll, Raymond de Rond en large. Et alors, prenez le flyer à côté parce qu'il y a un spectacle, un gala Raymond DeVos que j'organise avec 6-7 comédiens à Bruxelles au Théâtre des Galeries le 11 avril.
Et là, je raconte les tranches de vie de Raymond DeVos avec des sketchs interprétés par Elliot Génicaud, par les Funambules, qui sont 2 mimes, par Zidani, à Bruxelles, par plusieurs personnalités artistes qui seront là au Théâtre des Galeries en avril, le 11 avril. Voilà, donc le flyer, c'est là pour ceux qui veulent redécouvrir DeVos. Et je crois qu'en découvrant sa vie, vous redécouvrirez les sketchs. Oui. Alors en fait, ses parents sont français. Ouais, il est né en Belgique, à Moucron. mais à 2 ans et demi, il est reparti. Ouais. Et donc, en fait, il a toujours été, dans le bouquin, j'en parle, il a toujours été torturé entre les deux parce qu'il adorait la Belgique. Ouais. Quand il revenait en Belgique, dans ses tournées, il aimait bien retourner dans cette maison qui était vendue à quelqu'un d'autre. Donc, il sonnait à la porte. Parfois, il rentrait pour voir la maison de son enfance. Mais il était très attaché. Et en plus, il a une femme française. Et quand celle-ci est décédée un peu avant 2000, il a été avec une Belge, l'attachée de presse, Françoise Maud, qui était son attachée de presse. Et donc voilà, il était ballotté entre les deux pays. Ouais. Voilà. Bon. Bah, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Pour voilà, cette merci. Soirée. Voilà, il y a encore une question. Une dernière question, oh là. Excusez-moi. Allez. Il y a encore une question là-bas. Oui. Oui. Ah, Stéphane De Gros, mais c'est un ami, hein, on se connaît. Hein. Alors Stéphane De Gros, c'est très particulier parce qu'en fait, il ne faisait pas ça du tout avant. Enfin, je vous parle de ça il y a 15-20 ans. Et donc, il aimait bien jouer avec les mots, on se connaissait, on s'est vu plusieurs fois. Et puis, il y a un auteur français pas connu du tout qui lui a envoyé des textes pleins de jeux de mots. Un mec du nord de la France, j'ai oublié son nom, mais si vous voyez son bouquin là... L'Absurdie, là, vous verrez qu'il y a un nom, une deuxième personne qui a écrit avec lui. Et il a commencé à écrire à deux et il était déjà sur Paris pour d'autres shows, des capsules humour. Et il a proposé la capsule humour comme ça qui a marché. Mais donc au départ, ce n'était pas son ambition de jouer avec les mots, mais il aimait ça, évidemment. Et non, j'aime beaucoup. Sa façon de faire, elle est incroyable parce il a inventé un personnage complètement disjoncté et qui a 10 000 mots en 1 seconde. Et donc, c'est une façon aussi de jouer avec les mots d'une autre manière que celle de DeVos, qui était plus dans la mise en scène, ou Sol, qui était clown clochard dans la rue, comme ça, à chercher ses... Voilà. Donc, c'est bien parce que c'est finalement DeVos, Sol, De Gros, moi ou d'autres. On est vraiment dans le même principe de base de jouer avec les mots, mais finalement, on a vraiment des façons différentes chaque fois de le faire, quoi. Ouais. Dernière question derrière, je crois. Oui. Bonsoir, merci. Il m'a plu beaucoup comment vous avez expliqué que l'humour fait les gens s'ouvrir l'un vers l'autre à travers des décharges, des tensions réciproques. Quand vous parlez d'une femme qui sourit, etc. J'entends pas bien, en fait. C'est le son du micro. Hein. Ah, peut-être plus près. Ah, bonsoir. Bon, il m'a beaucoup plu quand vous avez expliqué que l'humour fait les gens s'approcher parce qu'il y a une décharge de tension et la femme qui rit. Et je me suis imaginé en situation abstracte, mais un petit peu plausible quand même. Vous êtes ministre de l'humour belge fédéral. Qu'est-ce que serait... Vous avez aussi un titre de chevalier, ça vous crédibilise. Oui. J'ai lu. Oui. Alors, qu'est-ce que serait une mesure que vous prendrez pour nous rendre à tous plus exposés à l'humour depuis petit? Parce que je me rends compte que c'est quand même rare d'avoir l'humour dans tous les jours présent dans notre vie. Ça nous fait ouvrir et peut-être ça peut éviter à la limite aussi des guerres. Oui. Donc, comment avoir une vie plus pleine d'humour, à votre avis? Moi, je crois que c'est surtout dans les écoles que je commencerais, ce serait le mieux. Donc, dans les écoles, de donner vraiment... En fait, vous savez que les enfants qui ont entre 7 et 10 ans, c'est l'âge idéal pour les faire jouer avec les mots parce qu'à ce moment-là, l'orthographe n'est pas figée dans leur tête. Ils n'ont pas encore tout capté. Donc, ils ne savent même pas comment se coupent les mots. Par exemple, si je dis « mon pantalon est élégant », un enfant de 6 ans peut croire que c'est pantalon élégant. Donc, les gants et un pantalon, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas comment on écrit. Élégant, c'est un mot pas courant. Voilà. Et donc, à cet âge-là, quand on joue avec les mots, pour eux, c'est génial, quoi. Parce que c'est plastique encore, c'est comme un jeu de Lego, tu vois, d'assembler les mots, de les enlever, etc. Et donc, moi, ce que je ferais, c'est à cet âge-là de favoriser d'abord la créativité avant d'aller à l'orthographe. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais en fait, si tu veux, par exemple, je prends l'exemple des rappeurs de banlieue parisienne. Bon, c'est un cliché, on va dire, mais bref, je prends ça comme cliché. Les rappeurs de banlieue,
ils rappent dans la rue, naturellement, ils font des tas de choses. Si jamais il y a un impresario qui leur dit, écoute, on peut sortir un CD l'an prochain avec vos textes que j'aime beaucoup, mais les textes, il faut les écrire. Eh ben, je me dis, là, l'orthographe, elle est bien placée. Il y a d'abord la créativité, c'est-à-dire dans la rue, les jeunes qui explosent, qui disent leurs choses, qui disent « ouais, ta, et puis après, on le rédige, et là, qui est l'orthographe, c'est normal, parce que sinon, tu ne vas pas être lu par les autres qui ne vont pas te comprendre. Voilà. Et donc, je trouve que l'orthographe doit être placée au bon endroit. Et donc, la créativité, si elle est suffisamment forte, donnée aux enfants, aux jeunes, ils continueront à écrire, parce que tu sais que l'écriture, c'est finalement le moyen d'expression le plus facile. Hein, parce que la peinture, il faut apprendre les distances, le mélange des couleurs, c'est compliqué. La musique, si tu n'as pas ton piano avec toi, bah, tu ne sais pas jouer. L'écriture, c'est le plus simple, quoi. Ouais. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas se mettre à écrire parce que, attends, on a dû lire des bouquins, on a dû écrire, corriger l'orthographe, etc. Je suis surveillé pour la grammaire, la syntaxe. Voilà, on a coupé l'élan, en fait. Alors, c'est pas facile d'être la créativité dans les écoles, mais je trouve que c'est ça qui devrait être fait. Et si j'étais ministre de l'humour, je commencerais par ça. Je fais une parenthèse. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, Le Loup en slip. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez, oui, c'est vraiment génial. Ça s'adresse effectivement aussi, en tant qu'adulte, on rigole, mais pour les enfants, c'est vraiment super. Et le dernier album, non, je n'ai pas d'action chez Dargaud, et le dernier album s'appelle Le Loup en slip et le P silencieux. Alors pourquoi on dit loup et pas loupe, et pourquoi on dit slip et pas slip? Et toute l'histoire est comme ça, et on va dans la forêt des mots. Voilà, donc je vous conseille ça, c'était un aparté, mais franchement, c'est vraiment super pour les enfants. Et monsieur, je l'ai vu, il avait une dernière question aussi. Merci. Donc j'avais une petite question. Donc, vu ton attrait pour la complexité et la diversité dans la langue française, quelle est ta perspective et ton avis sur l'écriture inclusive? Alors, non, l'écriture inclusive, écoute, j'ai déjà fait des chroniques là-dessus, parce que, en fait, ce qui est terrible, c'est que quand tu écris auteur.tris.s, c'est toujours le mec d'abord, hein. Alors, je sais qu'il faut commencer par quelque chose, mais... Et c'est mieux de commencer par un bloc que les gens ont déjà entendu, mais en même temps, ça met de nouveau le mec avant et puis la femme après. Et la femme, c'est tris, c'est pas autrice, c'est auteur.tris.s. Mais l'écriture inclusive, c'est pas que avec les points. Non, mais c'est un exemple. Oui, mais du coup, ça, c'est seulement une abréviation, en fait. Oui. Alors, et puis l'autre question dont j'ai pas la réponse, qui est celle-ci. C'est que d'un côté, on veut invisibiliser pour que, par exemple, dans les écoles, pour pas que la direction sache si c'est deux parents homosexuels qui ont un enfant ou si c'est papa-maman, on essaie d'invisibiliser ça, de faire en sorte que ce soit non-genré, que ce soit qu'on ne dise pas X, Y, qu'on se soit, voilà, monsieur, non, parent 1 et parent 2, je crois. On dit parent 1 et parent 2, bon. Mais d'autre part, tu as l'autre mouvement de minorité qui veut être identifiés et montrer qu'ils existent, tu vois. Et je trouve que les deux en même temps, c'est quand même très compliqué. C'est peut-être ça le cinquième temps qu'on va inventer. Mais voilà, donc d'un côté, tu vois, il y a ce côté-là de se dire, il faut que personne ne sache quoi, parent 1, parent 2, comme ça on ne sait pas si c'est un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, bref. Et en même temps, et puis l'enfant là-dedans, comment il s'y retrouve, quoi. Parce que lui, à la maison, tout va bien. Il a deux papas, deux mamans, il vit avec depuis qu'il... Voilà. Et puis, tout à coup, à l'école, on ne peut pas dire tout ça. Donc, mais je n'ai pas la réponse de ça. Mais je trouve que les deux courants en même temps, de revendiquer, en même temps d'invisibiliser, waouh! Pas simple. Oui. La question, le micro arrive. Moi, je voulais juste revenir sur le fait que tu parlais des enfants, que les mots étaient... La plasticité. Oui, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que tu as joué dans Blabla? Alors, effectivement, je ne pensais jamais jouer pour les enfants. Le Carnaval des animaux, par exemple, dans le Carnaval des animaux au Cirque Royal, là, c'est ce que j'ai écrit à la manière, en me disant il faut que mon texte soit musical.
puisqu'il y a la musique de Camille Saint-Saëns, de Prokofiev et tout ça, même de Mozart aussi. Je me suis dit, il faut que tout dans mon texte, il y ait comme ça aussi un cheminement, un langage musical, donc avec plein de rimes, etc. Et effectivement, quand il y a, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans. Bon, d'accord. Bon, là, je suis achevé, là. Il y a 30 ans, donc, quand on m'a appelé pour incarner un personnage dans l'émission Ici Blabla de la RTBF, j'étais étonné parce que comme je faisais tous ces jeux de mots, je me dis, mais pour les enfants, comment je vais faire, tu vois? Et en fait, j'ai trouvé un système assez simple de rimes en bout de phrase, couscous, petit mousse, etc. Enfin bon, des choses comme ça, et de jouer avec les mots. Et j'ai fait à la télé des expériences de jeux en direct où les jeunes devaient étape par étape jouer avec les mots et d'envoyer des cartes postales avec ça. Et ça a marché. On recevait pas mal de courriers de jeunes et de parents qui aidaient leurs enfants à faire ça. Et donc ça m'a bien plu, d'autant plus que je jouais en équipe là, avec Monsieur Virgule. C'était avec Wilbur Disque-Dur, avec plusieurs personnes, plusieurs comédiens. Comme moi j'étais seul sur scène toute l'année, me retrouver à 6-7 dans une équipe avec la télé autour, tout ça, c'était vraiment chouette. Et c'est là que j'ai rencontré Éric Destar, qui est devenu mon metteur en scène. Et puis j'ai vu Marie-Paul Kums, avec qui j'ai travaillé sur un spectacle. Enfin bref, c'était une belle équipe. Et donc voilà, ça rejoint tout à l'heure ce que je disais sur la plasticité les enfants sont tout à fait cool. Et au plus tu mets de la musique dans tes phrases, au plus eux ont trouvé ça génial de pouvoir répéter, de retenir les phrases, de jouer avec elles, quoi. Oui, la musique, c'est... En fait, moi je trouve que la langue française, il y a parfois, je me dis... Bon, j'ai un texte là, l'amour que je vous, cela nous, voyez-vous, plus que tout, avec plein de mots en ou. Et je me dis, des Japonais qui viennent me voir, qui ne comprennent pas, mais qui entendent toutes ces sonorités douces, mon avis, c'est aussi beau que d'aller voir un tableau d'art contemporain où il y a juste une tache rouge. Non, mais attends, tu ne comprends pas et tu te dis, purée, il y a quand même quelque chose qui me touche là-dedans, mais je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de mots en fait, tu vois. Et moi, si on peut arriver à faire en sorte que la langue française soit belle en dehors du sens, ça donnerait envie à plus de gens, je crois, de s'approprier, de jouer avec elle, d'écrire. Parce que voilà, on est fatalement braqué sur le sens pour comprendre les choses, mais il y a tellement de beauté dans les sons et dans les mots que c'est à mettre en évidence en fait. Voilà. C'était le dernier mot ? Ben, je sais pas, hein. Moi j'ose pas dire que c'est le dernier parce que je vois que tous les gens ont des questions. Voilà, on peut se retrouver là-bas près de Catherine, l'éditrice. Merci beaucoup. Maison de